Je m'appelle Henri Dubois et j'ai 65 ans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas une histoire de deuil, c'est une histoire de guerre. Tout a commencé une semaine après que j'ai enterré ma femme, celle avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie. Mon fils et ma belle-fille ont convoqué une réunion au sujet de l'héritage. Ils se sont assis en face de moi dans la salle du conseil. Cette pièce même construite avec ma sueur et l'âme de ma femme, et ont exposé leurs exigences. Ma belle-fille, Chloé, a souri avec une froideur à faire geler l'enfer, me disant que maintenant que la vieille était partie, j'allais céder l'entreprise à son mari et apprendre à me débrouiller seule. J'ai souri en retour, car ce qu'elle ignorait, c'est que mon avocat était sur le point d'entrer, non pas avec un testament, mais avec une unique enveloppe scellée, un document qui allait révéler un secret vieux de 40 ans et réduire son monde entier en cendres. Si vous croyez que la loyauté se gagne et ne s'hérite pas, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car vous voudrez voir comment cela se termine. L'arrivée de Maître Bertrand, mon avocat, a eu l'effet de jeter un bloc de glace dans un verre de whisky. La pièce, déjà froide, est devenue glaciale. Chloé lui a lancé un regard, une lueur d'irritation traversant son visage parfaitement maquillé. Elle ne l'avait pas anticipé. C'était censé être son embuscade, une attaque rapide et nette contre un vieil homme en deuil. Sa voix était chargée de sarcasme lorsqu'elle a demandé quelle surprise de voir Maître Bertrand, qu'elle ne savait pas que cette réunion de famille nécessitait un conseil juridique. J'ai gardé une voix neutre, dénuée d'émotion, en répondant que ce n'était pas une réunion de famille, qu'elle venait de le clarifier elle-même. C'était des affaires. Et Maître Bertrand était l'avocat de l'entreprise. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air, ajoutant qu'il était toujours présent pour les réunions d'affaires importantes. Maître Bertrand a hoché la tête de manière professionnelle, mais n'a rien dit. Il a posé son attaché-case en cuir près de sa chaise, mais est resté debout, une présence silencieuse et imposante. Il savait que son rôle à ce moment-là était d'être un témoin. Mon fils, Thomas, s'est agité sur son siège, visiblement très mal à l'aise. Il a commencé à dire « Papa, ce que Chloé voulait dire, c'est… » Mais Chloé l'a interrompu sans même le regarder, déclarant que ce qu'elle voulait dire était parfaitement clair et qu'il ne devait pas compliquer les choses. Elle a reporté son attention sur moi, son sourire disparu, remplacé par le regard prédateur d'un rapace de la finance. Elle m'a dit que nous devions être pragmatiques. Éléonore était partie. Le cœur de cette entreprise était parti. Les gens avaient besoin de stabilité. Le conseil d'administration, les investisseurs, les employés, ils avaient besoin de voir une ligne de succession claire. Thomas était le directeur des opérations depuis 10 ans. C'était la prochaine étape logique. C'était ce qu'Éléonore aurait voulu, que l'entreprise qu'elle a bâtie reste à son fils. Son héritage. Son héritage. Elle osait utiliser ce mot. Elle osait invoquer le nom d'Éléonore pour justifier sa propre cupidité. Une vague de colère brûlante m'a tordu les entrailles, mais je l'ai refoulée. S'énerver maintenant, c'était perdre. Éléonore me l'avait appris. Ne leur montre jamais que tu transpires, disait-elle. Montre-leur que tu réfléchis. J'ai regardé Thomas, mon fils. Je lui ai demandé si c'était ce qu'il pensait. S'il pensait que sa mère voudrait que je cède tout ce pourquoi elle et moi nous étions saignés aux 4 veines, une semaine seulement après ses funérailles. Il a dégluti difficilement, ses yeux évitant les miens. Il a prétendu qu'il pensait juste à la stabilité de l'entreprise, que les gens étaient inquiets. Maman a toujours dit que la famille passait avant tout. Oui, Éléonore a toujours dit que la famille passait avant tout, mais sa définition de la famille était fondée sur la loyauté, le respect et le travail acharné, pas sur un droit de naissance déguisé en paresse. Je les ai regardés tous les deux, assis là dans leurs vêtements coûteux, dans la salle du conseil, aux murs lambrissés d'acajou, qui coûtaient plus cher que la première maison que nous avions achetée, Éléonore et moi. Et un souvenir m'a frappé si fort qu'il m'a presque coupé le souffle. Éléonore et moi, il y a 40 ans, sur le sol de notre minuscule appartement en location, étalant les factures sur le tapis, essayant de trouver comment toutes les payer.
Je me suis souvenu de l'odeur de graisse de camion qui ne semblait jamais vouloir quitter le dessous de mes ongles, après une journée de 16 heures à conduire le seul camion déglingué que nous possédions, acheté avec une deuxième hypothèque sur une maison que nous pouvions à peine nous permettre. Les mains de Thomas n'avaient jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un club de golf. J'ai pris une profonde inspiration, revenant au présent. J'ai demandé doucement à Chloé pourquoi cette précipitation. La question a semblé la décontenancer. Elle s'attendait à une dispute, pas à une simple question logique. Elle a répliqué un peu trop vite que ce n'était pas de la précipitation. C'était de la détermination. Le marché n'attend pas le deuil, Henri. Nos concurrents verront ton hésitation comme une faiblesse. Nous avons besoin d'un leader fort à la barre, pas de quelqu'un qui est distrait. Elle a prononcé ce dernier mot avec une pitié feinte et écœurante. Distrait. J'ai haussé un sourcil. J'enterrais ma femme. Ce n'est pas une distraction, Chloé. Ça s'appelle être humain. Tu devrais essayer un jour. La tension dans la pièce était palpable. Thomas donnait l'impression de vouloir que le sol l'engloutisse. Les yeux de Chloé se sont plissés. Le masque était en train de tomber. Elle a dit que je savais très bien ce qu'elle voulait dire. Tu as 65 ans. Tu es fatigué. Ces derniers mois, pendant qu'Éléonore était malade, tu as laissé les choses se dégrader dans l'entreprise. Tout le monde l'a vu. Les rapports de performance ne mentent pas. Et voilà, sa carte maîtresse. Elle avait rassemblé des munitions. Elle planifiait ça depuis des mois, attendant le moment où ma femme rendrait son dernier souffle. La froideur absolue de la chose m'a glacé le sang. Je me suis levé, posant mes paumes sur la surface brillante de la table. Je pouvais sentir le poids de 40 ans dans ce bois. J'ai donné toute ma vie à cette entreprise, ai-je dit, ma voix basse, mais portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. J'étais là quand ce n'était qu'un camion et un rêve. J'étais là quand nous avons décroché notre premier gros contrat. J'étais là quand nous avons failli faire faillite lors de la crise de 2008. Et j'étais là, tenant la main de la femme qui a bâti tout ça avec moi pendant ces derniers jours, et je ne regrette pas une seule seconde. J'ai planté mon regard dans celui de Chloé. Je ne vais nulle part. Je suis le PDG et le président du conseil d'administration de Logistique Dubois. Thomas restera le directeur des opérations. C'est définitif. Je me suis tourné vers mon avocat. Merci d'être venu, Maître Bertrand. C'était un renvoi. Maître Bertrand a hoché la tête et a commencé à ranger son attaché-case. Chloé s'est levée d'un bond de sa chaise, le visage rouge de rage. « Tu ne peux pas faire ça, le conseil d'administration... » Je l'ai interrompu. « Je détiens 51% des droits de vote, Chloé. Le conseil d'administration, c'est moi. Cette réunion est terminée. » Un silence de mort est tombé sur la pièce. Chloé me fixait, ses yeux brûlants d'une haine si pure qu'elle en était presque impressionnante. Sa confiance avait disparu, remplacée par la fureur brute d'un prédateur à qui on a arraché sa proie. « Très bien, a-t-elle sifflé, sa voix dégoulinant de venin. « Jouons à ce jeu, le vieux. On verra combien de temps tu tiendras quand le conseil verra tes derniers bilans de performance. Tu es une relique, Henri. Et les reliques ont leur place dans un musée, pas dans le fauteuil du PDG. » Sur ce, elle a tourné les talons et est sortie en trombe, entraînant derrière elle un Thomas abasourdi et silencieux. Le claquement de la porte a résonné dans le silence. Je suis resté seul dans la vaste pièce vide. Le chagrin pour ma femme, un poids que je croyais ne pouvoir être plus lourd, était maintenant aggravé par le goût amer de la trahison. Je me suis laissé retomber sur ma chaise, sentant soudainement chacune de mes 65 années. Chloé avait raison sur une chose. J'étais fatigué. Mais elle avait tort sur tout le reste. Je n'étais pas une relique. Et ce n'était pas la fin, c'était le début d'une guerre. Une guerre qu'Éléonore, à sa manière brillante, m'avait déjà préparée à gagner. Je ne suis pas rentré chez moi après la réunion. Je ne pouvais pas. Le silence dans cette maison, la maison que j'avais partagée avec Éléonore pendant 30 ans, aurait été trop assourdissant. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à un petit café faiblement éclairé dans un quartier où Chloé ne mettrait jamais les pieds. Ça sentait les vieux livres et le café brûlé. C'était parfait.
J'ai dit à Maître Bertrand de commencer par n'importe quel fournisseur ou consultant qui avait été engagé sans mon approbation directe, tous les nouveaux comptes ouverts au cours des 18 derniers mois. Je veux savoir à qui il parle, qui il peine. Je me suis adossé, le vinyle de la banquette grinçant sous mon poids. Chloé pense que je suis une relique. Elle pense que je suis trop perdu dans mon chagrin pour voir ce qu'elle fait. Je veux que vous utilisiez ça. Laissez-la penser que je suis faible. Pendant qu'elle prépare son couronnement, je veux que vous construisiez sa potence. Maître Bertrand a simplement hoché la tête, prenant des notes. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. 20 ans en tant qu'avocat, il savait comment je fonctionnais. Il savait que quand je donnais un ordre comme celui-ci, c'est que la guerre avait déjà commencé. Tandis que je le regardais prendre des notes, mon esprit a dérivé. Le visage d'Éléonore est apparu dans ma mémoire, aussi clair que si elle était assise en face de moi. Je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue il y a environ 1 an, assis sur notre terrasse en regardant le coucher du soleil. Je venais d'approuver une nouvelle initiative marketing que Thomas et Chloé avaient proposée. J'étais fier de Thomas pour avoir pris l'initiative. Mais Éléonore était restée silencieuse, un petit froncement de sourcils pensif sur son visage. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas, mon amour. Elle m'avait regardé, ses yeux qui pouvaient lire en n'importe qui, remplis d'une inquiétude familière. Elle avait dit doucement que c'était Chloé. Je ne lui fais pas confiance, Henri. J'avais soupiré. C'était une vieille dispute. Elle est ambitieuse. Éléonore, c'est une bonne chose, elle pousse Thomas. Éléonore avait secoué la tête lentement. C'est plus que de l'ambition. Elle regarde Thomas et elle ne voit pas un mari. Elle voit une option d'achat d'actions. Elle regarde logistique du bois et elle ne voit pas un héritage familial. Elle voit un prix à gagner. J'avais écarté cela à l'époque. Je lui avais dit qu'elle était trop dure avec elle, qu'elle était juste une mère protectrice. Maintenant, assis dans ce café miteux, ces mots résonnaient dans ma tête avec la force d'une prophétie. Elle avait tout vu. Elle avait vu le vautour en Chloé bien avant moi. J'avais été aveuglé par mon amour pour mon fils et mon désir d'une famille paisible. Maintenant, je voyais qu'elle n'était pas dure. Elle était observatrice, et je lui avais manqué en ne l'écoutant pas. Une vague de regret m'a submergé, si puissante qu'elle a failli me couper le souffle. Mais le regret n'allait pas gagner ce combat. Maître Bertrand a levé les yeux de son carnet, son expression sérieuse. Il a dit qu'il commencerait immédiatement, qu'il serait discret. Ils ne verront rien venir. Je lui ai fait un signe de tête sombre. « Bien », ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. Assurez-vous-en, c'était pour Éléonore. Je ne laisserai pas la femme qui voyait mon fils comme une option d'achat d'actions héritée de l'Empire que ma femme m'avait aidé à bâtir. Je protégerai son héritage, même si cela signifiait déchirer ma propre famille pour le faire. 3 jours se sont écoulés dans un brouillard de normalité forcée. Je suis allé au bureau, j'ai signé des papiers, assisté à des réunions, et hoché la tête devant des projections sur un écran qui ne signifiaient rien pour moi. Chaque visage que je voyais était une question. Cette personne était-elle loyale? Savait-elle ce que Chloé et Thomas préparaient? Toute l'entreprise, l'œuvre de ma vie, me semblait soudain un pays hostile. Je dormais dans mon bureau à la maison sur un canapé en cuir qui sentait le vieux papier et le léger parfum d'Éléonore. Je ne supportais pas notre chambre. Pas encore. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. Un numéro privé. C'était Maître Bertrand. Sa voix à l'autre bout du fil était dépouillée de toute chaleur, un instrument plat et stérile de fait. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose, Henri, et que c'était grave. Je me suis redressé, mon cœur commençant à battre lentement et lourdement contre mes côtes. J'ai demandé à quel point c'était grave, ma propre voix, un murmure rauque. J'ai entendu le bruissement de papier à son bout du fil. Il a expliqué que c'était une société écran, enregistrée dans un paradis fiscal. Bien sûr. Elle s'appelait CNT Consulting SARL, Chloé et Thomas. L'arrogance de la chose était comme une gifle en plein visage. Il n'avait même pas essayé d'être malin.
Ils étaient si sûrs que j'étais une force épuisée, un lion endormi qu'ils pouvaient voler sans crainte. Ma main s'est crispée sur le téléphone, le plastique grinçant en signe de protestation. « Continuez », ai-je dit entre mes dents serrées. Maître Bertrand a exposé les faits avec la précision froide d'un chirurgien disséquant une tumeur. Au cours des 22 derniers mois, CNT Consulting avait soumis des factures mensuelles à Logistique Dubois. Les frais concernaient des services vagues et immatériels, analyse des tendances du marché, rapport d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, conseils en stratégie logistique. Chaque facture était d'un montant juste inférieur au seuil, qui nécessiterait ma signature personnelle. Un montant que Thomas, en tant que directeur des opérations, pouvait approuver seul. Mon propre fils. Il était la clé qui ouvrait le coffre-fort. Maître Bertrand a poursuivi. Les rapports qu'ils étaient censés fournir n'existent pas. J'ai vérifié auprès des chefs de service. Ils n'ont jamais entendu parler de CNT Consulting. Ils n'ont jamais reçu de telles analyses. C'étaient des services fantômes, Henri. Juste un pipeline pour siphonner l'argent de l'entreprise. J'ai fermé les yeux, une vague de nausées me traversant. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une tromperie profonde, méticuleuse et à long terme. Pendant que j'emmenais Éléonore à ses rendez-vous de chimiothérapie, pendant que je lui tenais la main pendant qu'elle dormait, il rédigeait de fausses factures. Il la volait. Il nous volait. « Combien, maître Bertrand ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. J'avais besoin de connaître le chiffre. J'avais besoin de connaître le prix exact de leur trahison. Il y a eu une pause, et je pouvais l'entendre prendre une inspiration. Le montant total payé par Logistique Dubois à CNT Consulting au cours des 22 derniers mois, a-t-il dit, chaque mot, un coup de marteau, est d'1 450 €. Le chiffre flottait dans l'air, obscène et monstrueux, plus d'1,5 million d'euros. Un souvenir a refait surface, vif et douloureux, d'Éléonore, examinant un rapport trimestriel il y a environ 1 an. Elle avait un petit froncement de sourcils. « Ces frais de consultation me semblent élevés, Henri », avait-elle dit en montrant une ligne. J'y avais jeté un coup d'œil, vu la signature de Thomas, et écarté la chose. C'est cette nouvelle firme d'efficacité que Thomas a engagée, lui avais-je dit. Il dit qu'ils valent chaque centime. La honte de ce moment me brûlait la gorge maintenant. Elle l'avait vu. Bien sûr qu'elle l'avait vu. Elle voyait tout. Et je n'avais pas écouté. J'ai demandé à maître Bertrand où l'argent était allé, ma voix maintenant froide comme l'acier. Le chagrin dans ma poitrine commençait à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Maître Bertrand a dit que le compte CNT était enregistré à une boîte postale, mais qu'il avait tracé les sorties de gros virements bancaires. L'un était un acompte sur une résidence de vacances, un chalet exclusif à Courchevel. Un autre a payé intégralement une Porsche 911 neuve. La voiture est immatriculée au nom de Chloé. Une maison à Courchevel, une Porsche. Il ne volait pas seulement pour se constituer un pécule. Il vivait une vie de rêve, sur des fondations de mensonges, financées par l'entreprise à laquelle leur mère avait donné sa vie. Il se moquait de nous. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Je veux plus, maître Bertrand », ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « C'est un bon début, mais je veux tout. Je veux savoir où est passé le moindre centime. Je veux l'acte de propriété de la maison, la carte grise de la voiture, les relevés de carte de crédit liés au compte. Je veux une chronologie de chaque achat qu'ils ont fait avec cet argent volé. Obtenez tout. » Il a répondu qu'il était déjà dessus, Henri. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché et je suis resté là longtemps, à regarder la ville respirer sous moi. Le chagrin était toujours là, une pierre froide dans ma poitrine, mais il avait maintenant un nouveau compagnon, une colère froide, claire et juste. Les règles de l'engagement avaient changé. Ce n'était plus un différend de salle de conseil, c'était une scène de crime et j'en avais fini d'être la victime. Le 1,5 million était un coup au corps, mais pas le coup de grâce. C'était laid. Un cas simple de détournement de fonds, mais cela semblait incomplet. C'était comme le symptôme d'une maladie plus profonde. Chloé était cupide, oui.
Thomas était faible, oui, mais Éléonore avait été méfiante avant que le vol ne devienne aussi grave. Je me souvenais de son froncement de sourcils il y a 1 an. Elle n'était pas seulement préoccupée par les frais de consultation, elle s'inquiétait de quelque chose de plus fondamental. L'argent expliquait le mobile de Chloé, mais il n'expliquait pas la peur profonde et silencieuse d'Éléonore dans ces derniers mois. Je devais comprendre ce qu'Éléonore savait, et Maître Bertrand, avec tous ses traqueurs financiers, ne pouvait pas trouver ça. Il ne restait qu'une seule personne qui avait été dans cette pièce avec nous. Quelqu'un qui avait vu la vérité sans phare des derniers jours de notre famille. Madame Girard, l'infirmière privée d'Éléonore. Je l'ai trouvée dans sa coquette petite maison en briques, dans une rue pleine de familles. C'était un monde à part du verre froid et de l'acier de mon bureau du centre-ville. Je l'ai trouvée dans son petit jardin immaculé, s'occupant de ses roses. Quand elle m'a vu, ses yeux, d'habitude si vifs, se sont remplis d'une profonde tristesse. C'était une femme d'une 60aine d'années, avec un visage bienveillant gravé de rides de rire. Mais maintenant, ses rides semblaient simplement fatiguées. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et est venue vers moi, me serrant dans ses bras d'une manière plus réelle que toutes celles que j'avais reçues depuis des semaines. « Monsieur Dubois », a-t-elle dit, la voix épaisse. « Je suis tellement désolée pour votre perte. Elle était une lumière. » Nous nous sommes assis sur sa petite terrasse, buvant une camomille qu'elle a insisté pour préparer. Pendant quelques minutes, nous avons juste parlé d'Éléonore, pas de la PDG, pas de la matriarche, mais de la femme. La femme qui aimait les romans policiers bon marché, la femme qui fredonnait faux quand elle se concentrait, la femme qui connaissait les noms de tous les petits-enfants de Madame Girard et demandait de leurs nouvelles chaque jour. Elle vous adorait, Madame Girard, ai-je dit. Ma propre voix rauque d'une émotion que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des jours. Vous étiez plus que son infirmière, vous étiez sa meilleure amie. Les yeux de Madame Girard se sont embués. Elle les a tamponnés avec un mouchoir. Et elle était la mienne, a-t-elle murmuré. Dans ces derniers mois, nous avons parlé de tout, de la vie, de la mort, de nos enfants. Elle a levé les yeux, son regard soudainement vif. Elle était si fière de vous, monsieur Dubois, de la façon dont vous avez tout bâti à partir de rien. Mais elle était inquiète. Mon cœur s'est accéléré. C'était ça. Inquiète ? Ai-je doucement incité, ne voulant pas l'effrayer. À propos de quoi ? Madame Girard a hésité, tordant le mouchoir dans ses mains. Elle a baissé les yeux sur ses genoux. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Elle ne voulait pas vous causer plus de peine. Vous portiez déjà tant de choses. Madame Girard, je me suis penché en avant, mes mains jointes sur la table entre nous. Quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir. Chloé et Thomas essaient de prendre l'entreprise. Ils disent que je ne suis pas apte à la diriger. Ils disent que c'est ce qu'Éléonore aurait voulu. La tête de Madame Girard s'est relevée d'un coup, sa tristesse remplacée par une colère soudaine et féroce qui m'a surpris. « Quoi » a-t-elle haleté. C'est un mensonge odieux. Elle a serré la croix autour de son cou. Elle s'inquiétait pour eux. Elle s'inquiétait de ce qu'ils feraient après son départ. Elle respirait fort maintenant, sa loyauté envers Éléonore l'emportant sur toute promesse de silence. Elle a changé ces 2 derniers mois, monsieur Dubois. Elle est devenue renfermée. Elle a commencé à avoir des appels privés avec son avocat, Maître Bertrand. Elle me faisait quitter la pièce. Elle m'a fait lui apporter de vieilles boîtes du grenier, des papiers de l'entreprise, des registres, des choses datant d'années et d'années. Je pensais qu'elle se remémorait simplement des souvenirs. Les yeux de Madame Girard se sont à nouveau remplis de larmes. Mais elle ne se remémorait rien. C'était une enquête. Elle veillait tard avec sa loupe, épluchant ses vieux documents. Elle était si fatiguée, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas de marmonner « ça ne colle pas ». Ça ne colle tout simplement pas. Mon sang s'est glacé. Elle les avait enquêtés pendant qu'elle était mourante. Elle utilisait ses dernières forces pour trouver la vérité qu'elle sentait, mais ne pouvait pas encore prouver. Et, ai-je insisté, a-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait ? Madame Girard a secoué la tête, son visage un masque pâle de confusion.
Je ne sais pas. Elle ne me l'a jamais dit. Mais il y a une autre chose. Elle s'est levée, son expression soudainement craintive, comme si elle brisait un serment sacré. Elle m'a fait promettre. Madame Girard a dit que s'il se passait quoi que ce soit, s'il se retournait contre lui, et si Henri avait un jour besoin de connaître toute la vérité, je veux que vous lui donniez ceci. Elle est entrée dans sa petite maison. Je pouvais l'entendre bouger, ouvrir un tiroir, ses pas hésitants. Elle est ressortie un instant plus tard, la main fermement serrée. Elle l'a ouverte et a placé une seule petite clé ternie sur la table entre nous. Ce n'était pas une clé de maison. Ça ressemblait à une clé de coffre-fort. Elle m'a dit « Ne la lui donnez pas à moins qu'il n'ait des ennuis. Il souffrira. Je ne veux pas en rajouter si je n'y suis pas obligé, mais s'il doit se battre, ce sera son bouclier et son épée. » C'étaient ses mots exacts, Monsieur Dubois. J'ai fixé la clé. Elle était si petite, si insignifiante, mais je pouvais sentir son poids. Le poids de l'amour de ma femme et de sa prévoyance. Elle n'avait pas seulement été méfiante, elle avait planifié. Elle avait tracé un chemin pour moi, une série de petits cailloux à suivre depuis l'au-delà. Le 1,5 million n'était que le début. Cette clé était la véritable histoire. Madame Girard a murmuré qu'elle avait dit que vous sauriez où elle allait. Elle a dit que c'était d'une vieille boîte qu'elle gardait à la Banque Centrale Nationale. Une boîte qu'elle avait ouverte avant même que vous ne soyez mariés. J'ai ramassé la clé, son métal froid mordant ma paume. Une boîte d'avant notre mariage. Un secret qu'Éléonore avait gardé pendant plus de 40 ans. Le combat ne concernait plus seulement l'argent, il concernait une vérité qu'Éléonore était morte en protégeant, et j'étais sur le point de la déterrer. « Merci, Madame Girard », ai-je dit, la voix épaisse. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Dubois. Maintenant, allez vous battre pour elle. Le lendemain matin, j'étais à la Banque Centrale Nationale dès l'ouverture. La clé me semblait lourde dans ma poche, un petit morceau de métal portant le poids d'une vie. J'ai été conduit par une femme à l'air sévère en tailleur bleu marine dans la salle des coffres. L'air était froid, stérile et silencieux, rompu seulement par le bruit de nos pas sur le sol en marbre et le clic mécanique de l'énorme porte circulaire du coffre. Elle m'a mené à un mur de boîte en acier brossé et en a indiqué une petite près du bas. « Voici le coffre 31B », a-t-elle dit. Sa voix dénuée d'émotion. Il a été ouvert en 1979. Avant que je ne rencontre Éléonore. Une terreur froide m'a envahi. Qu'est-ce qu'elle m'avait caché depuis le tout début? On m'a laissé seul dans une petite salle de consultation privée. Juste moi, un bureau, une chaise et la lourde boîte en métal froid. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais la clé ternie. Elle s'insérait parfaitement. J'ai inséré ma propre clé de la banque, j'ai tourné les deux, et j'ai entendu un bruit sourd et satisfaisant. La serrure était ouverte. J'ai sorti la longue boîte étroite de son emplacement. Elle était plus lourde que prévu. Je l'ai posée sur le bureau et je l'ai simplement regardée un moment. C'était l'épée et le bouclier. Toute la vérité qu'Éléonore avait si peur de m'imposer. J'ai soulevé le couvercle. Il n'y avait pas de doublure en velours, pas de bijoux étincelants, pas de liasse de billets. Elle était juste remplie de papier, vieux et jauni, sentant la poussière et le temps. Mes yeux ont parcouru le contenu, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Au sommet se trouvait une petite photo délavée d'une jeune Éléonore, une que je n'avais jamais vue auparavant, magnifique mais d'une tristesse impossible. En dessous, un paquet de lettres attachées avec un ruban de soie délavé, et sous celle-ci, 2 documents à l'aspect officiel. J'ai pris le premier, c'était un acte de naissance. Mon souffle s'est coupé. Le nom qui y figurait était Thomas Dubois, mon fils. J'ai parcouru les lignes du doigt, dépassant sa date de naissance, jusqu'à l'espace pour les noms des parents. Père. Henri Dubois. Et puis j'ai regardé la ligne pour la mère. Le nom écrit là, d'une encre de machine à écrire nette, n'était pas Éléonore. C'était un nom d'une vie que j'avais enterrée il y a 45 ans. Un nom que je ne pensais jamais revoir. Mon sang s'est glacé. Ça n'avait aucun sens. Et puis j'ai vu le second document.
C'était un ensemble de papiers d'adoption datés de 6 mois plus tard, transférant légalement tous les droits parentaux de l'enfant Thomas Dubois à une certaine Éléonore Chenot. Au fond de la boîte, presque cachée, se trouvait un petit journal relié en cuir. J'ai reconnu l'écriture d'Éléonore sur la première page, mais c'était l'écriture bouclée et pleine d'espoir, d'une jeune femme dont je venais de commencer à tomber amoureux. La fraude, le 1,5 million d'euros, tout s'est évaporé de mon esprit. C'était le vrai secret, et j'étais sur le point de le lire de ses propres mots. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le petit livre relié en cuir. La première page était datée du 10 avril 1983, juste 2 mois avant notre mariage. J'ai commencé à lire, et mon monde a basculé. Je l'ai découvert aujourd'hui, écrivait-elle. Henri. Mon Henri, l'homme avec qui je vais construire ma vie, a eu un moment de faiblesse. Une erreur, une stupide erreur d'ivrogne, il y a 9 mois que j'aurais pu pardonner. J'aurais pu crier et pleurer, et nous nous en serions sortis. Mais ce n'est plus seulement une erreur. Cette erreur a un nom. Il s'appelle Thomas. Il a un fils avec une femme de son passé. Une femme qui, il l'avait juré, ne signifiait rien. Une femme qui s'est présentée à sa porte aujourd'hui en tenant un bébé. J'ai dû m'arrêter, le souffle coupé. Je me souvenais de ce jour. La panique pure, animale. J'en avais parlé à Éléonore, mais je ne lui avais pas tout dit. Je lui avais dit que c'était un mensonge, une tentative d'extorsion. Je lui avais menti. J'ai continué à lire. Ma honte, un poids physique dans ma poitrine. Il m'a menti. Lisez l'entrée suivante. Quelques jours plus tard, l'encre était plus foncée, plus fort pressée sur la page. Il s'est tenu dans notre cuisine et m'a menti en face. Il a dit qu'elle était désespérée, que l'enfant n'était pas le sien, mais j'ai vu ses yeux. Henri est un très mauvais menteur. Je savais qu'il me disait ce que je voulais entendre, pas ce qui était vrai. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à un complexe d'appartements délabrés dans le sud de la ville. Je l'ai regardé lui donner une liasse de billets, et je l'ai vue. La mère. Elle était brisée, maigre, avec des yeux si creux qu'ils ressemblaient à des trous dans son visage. Et puis, j'ai vu le bébé. Lui. Juste une toute petite chose dans une couverture sale. Il n'était pas seulement une erreur, il était une petite personne innocente. C'est son fils. C'est le fils d'Henri, et il est élevé dans un endroit sans espoir. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Le mensonge est assis entre nous à table. Mais ce n'est pas le mensonge qui me tient éveillé, c'est le visage du bébé. Je ne peux pas me le sortir de la tête. Ma vision s'est brouillée, j'ai dû m'essuyer les yeux, je n'ai jamais su qu'elle avait fait ça. Je pensais avoir réglé le problème, avoir payé la femme, et qu'elle avait disparu. J'étais un imbécile, un jeune imbécile arrogant. L'entrée suivante datait d'1 semaine plus tard. Je l'ai confronté aujourd'hui. Je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit que je savais que Thomas était son fils. Je n'ai jamais vu un homme s'effondrer comme ça. Il s'est juste écroulé devant moi. Il a tout avoué, la honte, la stupidité, la peur. Il était terrifié de me perdre. Et à ce moment-là, en le voyant si brisé, ma colère s'est tout simplement évaporée. Elle n'a pas disparu. Elle a juste changé. Elle est devenue une tristesse terrible et lourde. Parce que j'avais un choix à faire. Un choix qui définirait le reste de ma vie. Je pouvais partir, je pouvais quitter cet homme que j'aimais, cet homme qui m'avait trahi, et j'aurais eu raison. Tout le monde dirait que j'ai fait le bon choix, ou je pouvais rester, je pouvais pardonner un acte impardonnable, je pouvais élever l'enfant d'une autre femme comme le mien. Je suis allé la revoir, la mère, sans Henri. J'y suis allé et je lui ai parlé. Elle ne veut pas de lui, pas vraiment. Elle veut de l'argent. Elle veut une vie différente. Elle a regardé ce magnifique petit garçon et tout ce qu'elle a vu, c'était un fardeau autour de son cou. Et à ce moment-là, j'ai su. Il n'était pas son fils. Il était le mien. J'ai pris ma décision aujourd'hui. J'ai fait asseoir Henri. Je lui ai exposé mes conditions. Nous adopterons l'enfant, nous paierons la mère, et elle renoncera à ses droits et disparaîtra pour toujours.
Et Thomas sera notre fils, mon fils. Nous l'élèverons et l'aimerons et lui donnerons la vie qu'il mérite. Mais il y a une condition, ma seule et unique condition. Il ne saura jamais, jamais la vérité. Il ne saura jamais qu'il est le produit de la plus grande honte de mon mari. Il saura seulement qu'il est mon fils et que je l'aime. Je ne fais pas ça pour Henri, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour l'enfant. Je construis notre famille sur une fondation de pardon. J'en ferai notre force, pas notre faiblesse. J'aimerai ce garçon si férocement que le mensonge deviendra la vérité. Il sera mon fils. Les pages qui suivaient étaient un flot de réunions juridiques, de papiers d'adoption, puis de joie. Une entrée sur ses premiers pas, son premier mot. Maman. Elle l'avait encerclé, souligné 3 fois. Le journal était rempli de son amour pour lui, un amour si pur, si absolu, que je n'en avais jamais, pas une seule seconde, en 40 ans, douté. Elle ne l'avait pas seulement adopté, elle l'avait revendiqué avec un amour plus puissant que le sang. J'ai lu pendant 1 heure, mes mains traçant son écriture. Vers la fin, il y avait une entrée datant d'il y a seulement 5 ans, après le mariage de Thomas et Chloé. Chloé. Je ne sais pas quoi penser de cette fille. Il y a quelque chose de dur en elle, quelque chose de calculateur. Je vois la façon dont elle regarde Thomas, pas avec amour, mais avec ambition, comme s'il était un tremplin. Ça m'inquiète. C'est un bon garçon, mon garçon, mais il est tendre. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Je m'en suis assuré. Peut-être que je l'ai rendu trop tendre. Peut-être qu'en le protégeant de la vérité, j'ai oublié de lui apprendre à la voir chez les autres. J'ai fermé le livre, mon corps tremblant, non pas de colère, mais d'une admiration profonde et transcendante. La femme que j'avais aimée pendant 40 ans, la femme que j'avais pleurée pendant 1 semaine, était une géante. Sa capacité à aimer, à pardonner, était quelque chose que je ne pouvais même pas concevoir. Elle n'avait pas seulement pardonné ma trahison, elle avait pris ma plus grande honte, mon plus profond secret, et l'avait transformé en notre famille. Elle avait bâti toute notre vie sur un acte de grâce impossible. Et maintenant, le fils même qu'elle avait sauvé, le fils qu'elle avait aimé comme le sien, se rangeait du côté d'une femme qui voulait détruire tout ce qu'elle avait construit. Le vol, le 1,5 million d'euros, tout cela se superposait à cela. Une trahison d'un sacrifice dont je n'avais même jamais su qu'elle l'avait fait. Je suis resté assis là, dans la salle des coffres froide et silencieuse, tenant le journal contre ma poitrine, et pour la première fois depuis ses funérailles, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour sa force, j'ai pleuré pour ma propre cécité, et j'ai pleuré pour le fils que j'étais sur le point de perdre. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état second. Le monde à l'extérieur de ma fenêtre continuait d'avancer, mais j'étais piégé, lisant et relisant les mots de ma femme. Son journal était posé sur le bureau en acajou de mon bureau, un témoignage silencieux d'un acte d'amour de 40 ans. Je le prenais, traçais son écriture avec mes doigts, et j'essayais de comprendre l'ampleur de son sacrifice. La maison ne semblait plus seulement vide, elle était hantée par le fantôme d'une vérité que je n'avais jamais connue. La sonnette a retenti le 3e soir, un son sec et impatient qui a percé ma contemplation silencieuse. Je savais qui c'était avant même de regarder la caméra de sécurité. J'ai ouvert la porte, et Chloé est passée devant moi sans un mot. Son visage, un masque de fureur. Thomas la suivait, l'air d'un adolescent traîné chez le proviseur. Elle a exigé de savoir ce que c'était que cette histoire, se tournant pour me faire face dans le hall d'entrée, sans même prendre la peine de saluer. Ma carte de crédit professionnelle a été refusée au grand magasin. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'est ? Thomas, l'air misérable, a ajouté, en disant « Papa, certains de mes comptes sont bloqués aussi ». Le bureau de maître Bertrand a envoyé une note. Nous ne pouvons pas approuver l'achat de la nouvelle flotte. Nous ne pouvons même pas approuver la paie pour le département logistique de l'Ouest. Que se passe-t-il ? Chloé a ricané, s'approchant. C'est ton petit jeu, n'est-ce pas ? Tu as perdu dans la salle du conseil. Alors maintenant, tu vas mettre le feu à toute l'entreprise par pure vengeance. C'est ça ton grand plan.
Faire couler Logistique Dubois juste pour que nous ne puissions pas la voir. Éléonore serait écœurée par ce que tu fais à sa mémoire. Je les ai simplement regardés. J'ai écouté leurs accusations stridentes et je n'ai rien ressenti. La colère que j'aurais dû ressentir, la rage face à leur audace n'était tout simplement pas là. Elle avait été consumée par la vérité de ce journal. Remplacée par une tristesse profonde, hélas, je ne les voyais pas comme des méchants, mais comme des enfants ignorants jouant avec des allumettes dans une maison imbibée d'essence. Je l'ai laissé finir sa tirade, laissant les mots laids flotter dans l'air entre nous. Quand elle a finalement manqué de souffle, j'ai lentement tourné mon regard d'elle et j'ai regardé directement Thomas, mon fils, le garçon qu'Éléonore avait aimé si férocement qu'elle avait remodelé toute sa vie. Ma voix, quand j'ai parlé, était calme, mais elle semblait commander tout l'air de la pièce. Je ne fais que protéger l'héritage de ta mère. Chloé a laissé échapper un rire court et incrédule. Son héritage, c'est l'entreprise. Vieil homme sénile. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai même pas accusé réception de ses paroles. J'ai gardé mes yeux rivés sur Thomas. Tout son héritage, ai-je répété lentement, laissant chaque mot atterrir avec son propre poids. Les parties que tu connais et les parties que tu ne connais pas. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai porté le coup, une question qui était aussi une arme. Es-tu sûr de savoir ce qu'est cet héritage, mon fils ? L'effet a été instantané. C'était comme si j'avais parlé dans deux langues différentes à la fois. Le visage de Chloé s'est tordu, d'abord de confusion, puis de pure rage. Elle a exigé de savoir ce que cela était censé signifier, me disant d'arrêter de parler par énigme, demandant ce que je cachais. Mais Thomas ne l'a pas entendu. Il m'a juste fixé, son visage soudainement pâle. Le mot « héritage » l'avait frappé d'une manière qu'il ne pouvait pas frapper Chloé. Pour elle, c'était un synonyme d'argent et de pouvoir. Pour lui, il s'agissait de sa mère, la femme qui lui lisait une histoire tous les soirs, la femme qui l'avait soignée pendant la grippe, la femme aux funérailles de laquelle il venait d'assister. Ma question avait contourné sa cupidité et frappé quelque chose de plus profond. Une lueur de doute sincère a traversé son visage. Il pensait à sa mère, pensait vraiment à elle, et il réalisait qu'il n'avait pas de réponse à ma question. J'ai soutenu son regard un instant de plus. Les comptes sont sous un examen administratif temporaire, ai-je dit, ma voix passant maintenant au ton froid et détaché d'un PDG. C'est une procédure standard recommandée par le Conseil juridique pour protéger les actifs de l'entreprise pendant une période de transition de la direction. Ce ne sont que des affaires. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers mon bureau. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail à faire. Je les ai laissés là dans le hall d'entrée, Chloé fumant et sans voix, Thomas l'air perdu et complètement confus. Je n'ai pas eu besoin de leur montrer la porte. Le pouvoir dans la pièce avait changé, complètement et irrévocablement. Ils n'étaient pas venus ici pour coincer un veuf en deuil. Ils étaient entrés dans un champ de mines dont ils ignoraient même l'existence. Et je venais de leur montrer le premier fil-piège. L'avantage psychologique que j'ai pris dans le hall d'entrée était un premier pas, mais je savais que Chloé ne reculerait pas. Elle était comme un serpent acculé. Elle ne deviendrait que plus venimeuse. Il était temps d'arrêter de jouer en défense. Il était temps de tendre le piège. Le lendemain matin, j'ai envoyé l'email. C'était une œuvre d'art de la guerre d'entreprise. Bref, froid et totalement officiel. C'était une convocation pour une réunion d'urgence du conseil d'administration de Logistique Dubois qui se tiendrait dans 24 heures. L'ordre du jour était simplement libellé comme suit. Examen de la conduite opérationnelle de la direction et des responsabilités fiduciaires. C'était une déclaration de guerre. Je pouvais imaginer Chloé le lisant, un sourire triomphant se dessinant sur son visage. Elle le verrait comme un signe de faiblesse, le dernier geste désespéré d'un roi acculé. Elle penserait que j'étais assez stupide pour la combattre sur son propre terrain, devant les personnes mêmes qu'elle avait probablement empoisonnées contre moi pendant des mois. Elle passerait la journée suivante à préparer ses arguments, à rassembler ses rapports de performance, prête à me dépeindre comme une relique émotionnelle et en deuil,
incapable de diriger. Elle se préparait à un combat de salle de conseil. Elle n'avait aucune idée qu'elle se dirigeait vers une exécution. Le matin de la réunion, j'ai choisi mon costume avec soin. Un costume gris foncé qu'Éléonore m'avait acheté pour notre 35e anniversaire. Elle disait qu'il me donnait l'air puissant. Aujourd'hui, j'avais besoin de ce pouvoir. En nouant ma cravate, je n'ai pas vu un homme fatigué et en deuil dans le miroir. J'ai vu un soldat. Je ne m'habillais pas pour une réunion, j'enfilais une armure. J'étais dans la salle du conseil 1 heure plus tôt. Je les ai observés sur les caméras de sécurité alors qu'ils traversaient le hall de l'immeuble que j'avais construit. Chloé ouvrait la marche, sa démarche rapide et confiante, un requin glissant dans des eaux familières. Elle souriait, saluait les employés de la tête, jouant le rôle de la reine en attente. Thomas marchait un demi-pas derrière elle, son expression un mélange familier d'anxiété et d'arrogance empruntée. Il ressemblait à un homme conduit à une bataille qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner, mais trop effrayé pour remettre en question son général. Quand ils sont entrés dans la salle du conseil, le léger brouhaha des 4 autres membres du conseil s'est instantanément tu. J'étais déjà assis en bout de table. Ma place. Maître Bertrand était à ma droite, son attaché-case ouvert, une pile nette de 6 dossiers épais à spirale placés précisément devant lui. Chaque dossier était un clou pour leur cercueil. Le sourire confiant de Chloé a vacillé pendant une fraction de seconde alors qu'elle évaluait la scène. La pièce était froide, l'atmosphère stérile. Ce n'était pas la confrontation chaotique et émotionnelle à laquelle elle s'était préparée. C'était une procédure clinique et organisée. Elle m'a regardé, une question dans les yeux. J'ai rencontré son regard avec une expression calme et indéchiffrable. Elle et Thomas ont pris leur siège. Ils pensaient être là pour un coup d'État. Ils ne le savaient pas encore. Mais la réunion n'était pas un débat, c'était une sentence. J'ai laissé le silence dans la pièce s'étirer pendant 10 bonnes secondes. J'ai baissé les yeux sur la table polie, puis j'ai lentement levé les yeux. J'ai regardé chaque membre du conseil, un par un. Monsieur Ramsey, qui avait été mon premier chauffeur et qui dirigeait maintenant toutes nos opérations dans l'Ouest. Hélène, notre directrice financière depuis 20 ans, une femme si vive qu'elle pouvait trouver une erreur d'arrondi dans le budget de l'État. David et Paul, 2 de nos premiers investisseurs qui avaient cru en Éléonore et moi quand nous n'étions rien. Ce n'étaient pas seulement des membres du conseil, ils étaient de la famille, ou du moins c'est ce que j'avais pensé. Finalement, j'ai regardé Chloé. « Tu voulais cette réunion ?» ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. « Tu as dit aux gens que je n'étais pas apte à diriger, que j'étais distrait, que j'étais une relique. Tu penses qu'il est temps de changer. » Alors je t'en prie, Chloé. La parole est à toi. Dis-nous à tous ce que tu penses. C'était un piège. Elle est tombée droit dedans. Elle s'est redressée, a lancé un regard compatissant et étudié aux autres membres du conseil et s'est lancée dans son discours préparé. Merci, Henri, et je tiens à dire que nous sommes tous en deuil avec toi. Éléonore était le cœur de cette entreprise. C'est pourquoi c'est si difficile. Elle a ensuite exposé, pendant près de 10 minutes, un argumentaire construit sur des demi-vérités et du jargon d'entreprise. Elle a pointé du doigt les réunions manquées, des réunions que j'avais manquées pour être au chevet d'Éléonore. Elle a souligné les décisions retardées, des décisions que j'avais reportées pour me concentrer sur les derniers jours de ma femme. Elle a brossé le tableau d'une entreprise à la dérive, dirigée par un homme perdu dans le passé, un homme qui avait perdu son tranchant. Nous avons besoin d'un leader fort et lucide pour nous guider vers l'avant, a-t-elle conclu, posant une main parfaitement manucurée sur le bras de Thomas. Thomas a la vision, il a la motivation, et c'est ce qu'Éléonore aurait voulu. La pièce était lourde de sous-entendus. Les autres membres du conseil semblaient mal à l'aise, me jetant des regards, puis baissant les yeux sur leurs notes. Thomas était assis là, se pavanant sous ses louanges, un roi fantoche. Chloé a souri, triomphante. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le débat portait sur ma compétence. J'ai laissé son sourire flotter dans l'air un moment.
Puis, je me suis tourné vers Maître Bertrand. Maître Bertrand, ai-je dit, ma voix tranchant la tension, vous avez la parole. Le sourire de Chloé a disparu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une affaire de conseil, pas une affaire juridique. Ceci, ai-je dit en me penchant en avant, est entièrement une affaire juridique. Maître Bertrand s'est levé. Il a ouvert les 6 dossiers épais. Bonjour, a-t-il dit, sa voix aussi neutre que celle d'un juge. J'ai préparé un rapport pour chacun de vous. C'est le résultat d'un audit interne de 2 semaines commandé par le PDG. Il a glissé un dossier devant chaque membre du conseil, en a donné un à Thomas, en a donné un à Chloé. Si vous voulez bien tourner à la page 1. Et j'attire également votre attention sur l'écran principal. Le projecteur s'est allumé. La première image était un logo simple, un C et un T stylisés et entrelacés. En dessous, les mots CNT Consulting, SARL. Le visage de Chloé s'est figé. C'était un changement infime, un resserrement autour de ses yeux, mais je l'ai vu. Thomas, cependant, est devenu visiblement pâle. Il a regardé l'écran, puis le dossier, puis moi, ses yeux écarquillés d'une panique animale naissante. CNT Consulting, a commencé Maître Bertrand, est une société à responsabilité limitée enregistrée dans une autre région il y a 22 mois. Il a cliqué sur la diapositive suivante. C'était le document d'enregistrement. Les agents enregistrés et uniques propriétaires, a-t-il poursuivi, sont Chloé Dubois et Thomas Dubois. Hélène, notre directrice financière, a laissé échapper un petit hoquet de surprise. Maître Bertrand, qu'est-ce que c'est? Veuillez tourner à la page 3, a dit Maître Bertrand, sa voix inébranlable. Ce que vous regardez est la première des 22 factures soumises par CNT Consulting à Logistique Dubois. L'écran s'est rempli d'une facture de 45 000 €. Le service rendu, conseil en stratégie logistique. Comme vous le remarquerez, a dit Maître Bertrand, le montant est juste en dessous du seuil de 50 000 € qui nécessite l'approbation du PDG. Un montant qui peut être approuvé uniquement par le directeur des opérations. Il a cliqué. La facture suivante, 42 000 €. Analyse des tendances du marché. Clic. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Clic. Clic. Pendant 5 minutes entières, Maître Bertrand a fait défiler facture après facture, toutes pour des services vagues et immatériels, toutes signées et approuvées avec la signature numérique de Thomas. Monsieur Ramsay, a dit Maître Bertrand, en regardant notre chef des opérations. Avez-vous déjà reçu un rapport d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement de CNT Consulting? Ramsay a secoué la tête, son visage devenant d'un rouge dangereux. Jamais entendu parler d'eux. A-t-il grogné? Hélène, Maître Bertrand s'est tourné vers notre directrice financière. Notre département marketing a-t-il reçu une analyse des tendances du marché de cette entité? Hélène feuilletait déjà sa propre copie du rapport, son visage pâle. Non, a-t-elle dit, sa voix tremblant de rage. C'est de la fraude. Mais où est passé l'argent? A demandé Paul, l'un des investisseurs. Veuillez vous reporter à la section 4, a dit Maître Bertrand. La piste de l'argent, c'était le coup de grâce. Maître Bertrand a projeté un relevé bancaire de CNT Consulting. Il montrait les entrées de Logistique Dubois, puis les sorties. Pièce à conviction A, a dit Maître Bertrand, un virement de 250 000 € daté du 12 mars de cette année. Il a cliqué. La diapositive suivante était un acte de propriété. Ce virement était un acompte pour ceci, un chalet de 5 chambres dans un quartier exclusif de Courchevel. La propriété est enregistrée uniquement au nom de Chloé Dubois. Chloé s'est levée d'un bond. C'est un scandale. C'était un investissement immobilier légitime. Ce sont des informations financières privées. Il a été acheté avec des fonds volés de l'entreprise, a déclaré Maître Bertrand platement, sans élever la voix, ce qui en fait une affaire de l'entreprise. Il a cliqué à nouveau. Pièce à conviction B. Un virement de 160 000 €, daté du 1er juin. La diapositive suivante, une carte grise. Paiement intégral pour une Porsche 911, modèle 2023. Le véhicule est également immatriculé au nom de Chloé Dubois.
Monsieur Ramsay a commencé à se lever, les poings serrés, j'ai posé une main sur son bras et il s'est rassis sur sa chaise, respirant comme un taureau en colère. Chloé perdait les pédales, son visage était rouge, sa voix stridente. C'était des primes de performance, une compensation pour notre travail de conseil. Thomas les a approuvées. C'est tout à fait légal. Était-ce légal, Madame Dubois? A demandé Maître Bertrand, sa voix soudainement tranchante. Quand vous avez utilisé les fonds pour rembourser plus de 50 000 € de dettes de cartes de crédit personnelles, il a cliqué à nouveau. Des relevés de grands magasins de luxe, de bijouterie. Et enfin, pièce à conviction C. Le solde restant du compte de CNT Consulting, 402 000 €, a été transféré il y a 2 jours, le lendemain de notre dernière réunion, sur ce compte d'épargne privée à haut rendement. Il a projeté le relevé. Propriété conjointe. Thomas Dubois et Chloé Dubois. Maître Bertrand a laissé l'image à l'écran. Puis il a affiché la dernière diapositive. C'était juste un chiffre en gros caractères noirs, 1812-1450. 1,8. David, l'investisseur, était sans voix. Il a juste fixé Thomas. Thomas s'était complètement effondré. Il ne regardait même pas l'écran. Il était blanc comme un linge, ses mains tremblant visiblement. Il ressemblait à un enfant. Il a balbutié que c'était du conseil, sa voix se brisant. Chloé a dit que c'était... Elle a dit que c'était standard. Des frais de gestion. Elle s'occupait de tout ça. Tu as signé les approbations, Thomas. La voix d'Hélène dégoulinait de mépris. Tu as signé chacune d'entre elles. Chloé, voyant sa marionnette s'effondrer, a tenté une dernière fois. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est lui qui fait ça. Il déforme tout. C'est un vieil homme vengeur et il essaie de nous piéger parce qu'il a perdu la tête. Il est en deuil. Il est incompétent. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'étais resté silencieux pendant toute la présentation. Je suis resté assis, là, laissant son accusation flotter dans l'air. J'ai regardé le chiffre à l'écran. 1,5 million d'euros. J'ai regardé mon fils, qui ne pouvait même pas croiser mon regard. Puis je l'ai regardé, ma belle-fille, son visage un masque grotesque de rage et de panique. Je me suis penché en avant, mes mains jointes sur la table, et j'ai parlé, ma voix basse, remplie d'une tristesse froide et claire qui était plus terrifiante que n'importe quel cri. Tu as raison sur une chose, Chloé. J'étais en deuil. J'ai marqué une pause, laissant la pièce retenir son souffle. Maître Bertrand, pouvez-vous revenir à la chronologie des factures, s'il vous plaît? Maître Bertrand a cliqué. Les dates sont apparues. Mars, avril, mai, juin, juillet. Pendant que ma femme, ai-je dit, ma voix baissant, était dans un lit d'hôpital en train d'apprendre qu'il lui restait des semaines à vivre. Vous deux, vous rédigiez des factures pour une analyse des tendances du marché. J'ai pointé le virement d'avril. Pendant que je lui tenais la main, l'écoutant me dire qu'elle avait peur, vous viriez un acompte pour votre maison à Courchevel. J'ai pointé la facture de juin. Et la semaine où nous l'avons ramené à la maison pour les soins palliatifs, la semaine où je n'ai pas dormi, la semaine où je suis resté à ses côtés et j'ai regardé la personne la plus forte que j'ai jamais connue s'éteindre. Vous signiez un chèque pour votre nouvelle Porsche. Je me suis levé. La pièce était d'un silence de mort. Même Chloé était sans voix, la bouche entr'ouverte, le sang se retirant de son visage. J'ai regardé Thomas. Ceci, ai-je dit, ma voix épaisse d'une douleur qu'il ne pouvait possiblement pas comprendre, est l'héritage que vous essayez de protéger. Mes mots sont tombés dans un silence si profond qu'il était comme un poids physique. Chaque personne dans cette pièce était figée. Monsieur Ramsay fixait ses propres poings serrés sur la table, ses jointures blanches. Hélène avait la main sur la bouche, ses yeux remplis d'un mélange de pitié et de dégoût total, fixés sur Thomas. Les investisseurs avaient l'air abasourdis, comme s'ils ne pouvaient pas traiter la froideur pure de la trahison. Chloé se tenait là, son masque de dirigeante puissante disparu, remplacé par le visage laid et nu d'une voleuse ordinaire prise en flagrant délit. Et Thomas, mon fils, m'a finalement regardé, les yeux pleins de larmes. Il ne ressemblait pas à un directeur des opérations de 40 ans. Il en avait 5. Un petit garçon qui venait de casser le vase préféré de sa mère et savait qu'il avait de très, très gros ennuis.
Papa, a-t-il murmuré, le mot un couinement pathétique. Je ne savais pas pour les dates. Elle s'occupait de tout. J'ai juste signé. Chloé, le voyant s'effondrer, a semblé reprendre vie, mais sa rage avait disparu, remplacée par une panique désespérée et frénétique. Elle s'est retournée contre lui, sa voix un sifflement venimeux. Tu savais, espèce d'imbécile faible et pathétique, tu savais, tu aimais l'argent, tu aimais la voiture que je t'ai achetée. N'ose pas me rejeter la faute là-dessus. Je ne savais pas, a-t-il pleuré, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant ouvertement maintenant. Je pensais que c'était juste des primes. C'était un spectacle pathétique et dégoûtant. Un mari et une femme se déchirant pour éviter la guillotine. J'en avais assez vu, assez, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché leur chuchotement frénétique comme un scalpel. Ils se sont tus tous les deux. J'ai regardé les membres du conseil. Vous avez vu les preuves présentées par Maître Bertrand. Vous avez entendu les témoignages. Les faits sont clairs. 1 812 450 € de fonds de l'entreprise ont été frauduleusement transférés à une société écran détenue par le directeur des opérations et sa femme. J'ai tourné mon regard vers Thomas, son visage toujours enfoui dans ses mains. En tant que président de ce conseil, je demande maintenant un vote. Je vais faire 3 motions. Ramsay a frappé la table de sa paume ouverte, faisant sauter les verres d'eau. « Un vote !» a-t-il grogné, le visage violet de rage. « Au diable le vote, Henri! Laisse-moi les jeter dehors moi-même. C'est une honte pour la mémoire d'Éléonore. Une honte, Ramsay, ai-je dit, levant une main. Tout sera fait dans les règles, tout sera officiel. C'est ainsi que nous restaurons l'ordre. » J'ai regardé Hélène. « Hélène, avez-vous quelque chose à dire avant que nous procédions ?» Elle a pris une inspiration tremblante, retirant sa main de sa bouche. Elle a regardé directement Thomas. « J'ai aidé à t'embaucher, Thomas, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une fureur froide. Je t'ai vu grandir. Éléonore était si fière de toi. Elle se vantait de toi, de ton MBA, de ton intelligence. Elle a secoué la tête, ses yeux se remplissant de larmes de colère. Ceci, ce que tu as fait, ce n'est pas seulement du vol, c'est une profanation. Tu as laissé cette femme, a-t-elle craché le mot, fusillant Chloé du regard, te mener par le bout du nez pour voler l'héritage de ta propre mère pendant qu'elle était mourante. Mon Dieu, Thomas, comment peux-tu vivre avec toi-même ? Thomas a juste sangloté plus fort, ses épaules secouées. Je me suis tenu droit. Première motion, ai-je dit, ma voix résonnant, je propose que le Conseil mette immédiatement fin à l'emploi de Thomas Dubois pour faute grave, manquement à l'obligation fiduciaire et fraude d'entreprise, avec effet immédiat. Je seconde la motion, a rugi Ramsay avant même que j'aie fini la phrase. Tous en faveur, ai-je dit, chaque main dans la pièce, sauf celle de Thomas et Chloé, s'est levée en l'air. Contre, ai-je demandé au silence. Chloé m'a juste fixé, ses yeux morts. La motion est adoptée à l'unanimité. Thomas Dubois n'est plus un employé de Logistique Dubois. Pas de pause. Deuxième motion. Je propose que le Conseil bannisse immédiatement et définitivement Chloé Dubois de toutes les propriétés de Logistique Dubois et que tous ses comptes d'entreprise et privilèges d'accès soient révoqués avec effet immédiat. Je seconde, a dit Hélène, sa voix comme de la glace. Tous en faveur. De nouveau, toutes les mains se sont levées. La motion est adoptée à l'unanimité. Chloé avait l'air d'avoir été frappée. Elle comprenait ce que je faisais. Ce n'était pas seulement un licenciement, c'était une excommunication. Finalement, ai-je dit, 3e motion. Je propose que le Conseil autorise notre conseiller juridique, Maître Bertrand, à engager toutes les poursuites civiles et pénales possibles contre Thomas Dubois et Chloé Dubois pour recouvrer le 1 812 450 €, plus les dommages et intérêts, et à coopérer pleinement avec le bureau du procureur de la République dans leurs inévitables poursuites. Je seconde, a dit Paul, l'investisseur, le visage sombre. Tous en faveur. Toutes les mains se sont levées. La motion est adoptée à l'unanimité. C'était fait. En moins de 3 minutes, leur vie telle qu'ils les connaissaient était terminée. Chloé me fixait,
son visage un masque blanc de choc. La réalité de ce qui venait de se passer s'abattait sur elle. L'argent, la maison, la voiture, les accusations, la prison. Thomas pleurait toujours, un enfant brisé de 40 ans. J'ai appuyé sur un petit bouton de la console devant moi, appelant le bureau de la sécurité dans le hall. « Maître Bertrand, ai-je dit, veuillez donner les classeurs de preuves aux agents de sécurité quand ils arriveront. Ils escorteront monsieur et madame Dubois hors du bâtiment. La porte s'est ouverte et 2 agents de sécurité en uniforme sont entrés. C'étaient des hommes imposants, et leur présence a soudain rendu la pièce très petite, très réelle. Henri, papa. S'il te plaît, a murmuré Thomas, me regardant, son visage un désordre de larmes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardé, mon fils, le garçon qu'Éléonore avait sauvé, le garçon que j'avais élevé, et j'ai ressenti un vaste océan vide de pitié et de dégoût. Désolé ne ramène pas l'argent, Thomas, ai-je dit, ma voix neutre. Et ça n'honore certainement pas la mémoire de ta mère. Tu as fait ton choix. Tu as signé les papiers. J'ai fait un signe de tête aux gardes. Ils ne sont plus employés ni invités. Veuillez les raccompagner à la sortie. Un garde s'est avancé vers Thomas, l'autre vers Chloé. Chloé, dans un dernier sursaut de défi pathétique, a attrapé son sac à main. « Vous n'avez pas à me toucher, je peux marcher !» a-t-elle craché, et elle est sortie de la pièce la tête haute, une reine dans un fantasme de sa propre création, même dans sa défaite absolue. Thomas, cependant, ne pouvait même pas se tenir debout. Le garde a dû le soulever doucement mais fermement par le bras. « Papa !» a-t-il crié, un dernier appel désespéré. Je lui ai tourné le dos. Je ne pouvais pas le regarder. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant la ville qu'Éléonore et moi avions construite. J'ai écouté pendant qu'on l'emmenait, ses sanglots résonnant dans le couloir, jusqu'à ce que la lourde porte de la salle du conseil se referme, les scellant hors de ma vie, hors de leur entreprise, pour toujours. Le démembrement était complet. Après que la lourde porte se soit refermée, le silence qui a inondé la salle du conseil était absolu. C'était un vide, plus lourd et plus profond que le calme de ma maison vide. Les autres membres du conseil, Ramsay, Hélène, David et Paul, étaient sortis tranquillement, un par un, chacun posant une main sur mon épaule en passant. Ils ont offert leur soutien, leurs visages sombres, leurs yeux remplis d'un sentiment partagé de violation. Maître Bertrand rangeait efficacement les dossiers restants dans son attaché-case, un professionnel discret qui venait de faire exploser une bombe et qui maintenant nettoyait les débris. Mais moi, je suis resté assis là, en bout de table, celle qui avait été la mienne pendant 40 ans. J'ai fixé la chaise vide où Thomas s'était assis, le verre d'eau renversé qu'il avait fait tomber dans sa panique. Je ne ressentais aucun triomphe. Il n'y avait pas de vague de victoire, juste un vide immense et froid et une lassitude jusqu'à l'os. J'ai regardé le chiffre qui brillait encore sur l'écran du projecteur. 1112 450. C'était une somme énorme, mais elle me semblait dénuée de sens. J'ai regardé la chronologie des factures. Mars, avril, mai, juin. Et soudain, tout s'est mis en place, non pas comme une série de vols aléatoires, mais comme une piste de petits cailloux méticuleusement posés. Éléonore. Ce n'était pas ma contre-offensive. C'était la sienne. Chaque pas que j'avais fait au cours des 2 dernières semaines, je réalisais que je n'avais pas marché seul. J'avais suivi une carte qu'elle avait dessinée pour moi, ses appels étranges et secrets à Maître Bertrand dans ces derniers mois. Sa demande à Madame Girard de lui apporter ses vieux registres et papiers du grenier. Son commentaire désinvolte, il y a 1 an, sur les frais de consultation élevés. Son avertissement, celui que j'avais écarté, que Chloé voyait Thomas comme une option d'achat d'actions. Elle l'avait vu. Elle avait vu la pourriture, bien avant moi. Elle savait qu'elle était mourante. Elle savait que je serais aveuglé par mon chagrin. Et elle savait mieux que quiconque que mon amour pour Thomas était une faiblesse que Chloé exploiterait. Alors, dans les derniers mois précieux de sa vie, alors que son corps la lâchait, son esprit, cet esprit brillant, vif, incroyable, travaillait d'arrache-pied. Elle ne se remémorait pas seulement de vieux papiers, elle constituait un dossier, elle préparait le terrain.
Elle rassemblait les munitions, les mettait dans une boîte et laissait la clé à Madame Girard. Elle me préparait à la guerre qu'elle savait imminente, une guerre que je devrais mener sans elle. Maître Bertrand n'était pas parti de zéro avec l'épreuve, il suivait simplement la carte qu'elle avait laissée derrière elle. Elle avait nettoyé mes dégâts une dernière fois. Elle m'avait armé depuis la tombe. J'ai regardé sa chaise vide à côté de la mienne et j'ai finalement compris. Je ne la vengeais pas. Je finissais juste le travail qu'elle avait commencé. L'appel n'est pas venu de moi. Il est venu de Maître Bertrand. Une semaine après la réunion du conseil, une semaine de silence assourdissant et suffocant, il a contacté leur nouvel avocat et sans doute très cher. Il a proposé une réunion, une dernière opportunité, disait son email, pour discuter des termes de la séparation et du litige civil en cours. C'était un piège parfaitement appâté. Et je savais que Chloé y tomberait la tête la première. Je savais exactement comment son esprit fonctionnait. C'était une créature transactionnelle. Pour elle, tout était une négociation. Elle verrait cela comme une bouée de sauvetage. Elle serait convaincue que je ne voudrais pas vraiment l'humiliation d'un procès pénal public. Un père poursuit son fils pour détournement de fonds. Les gros titres seraient terribles pour l'image de l'entreprise. Elle penserait que je venais pour négocier, que j'échangerais mon silence contre sa clémence. Elle essaierait d'utiliser son mariage avec Thomas, son statut de mère de mon petit enfant, pour éviter la prison et peut-être, juste peut-être, repartir avec une sorte d'accord. Elle pensait toujours que tout tournait autour du 1,5 million. Elle croyait toujours avoir une carte à jouer. Et Thomas serait juste là, une coquille vide, entraîné par son espoir désespéré et frénétique. Le bureau de Maître Bertrand était au 50e étage, une boîte de verre, d'acier et de marbre gris qui surplombait la rivière. Ce n'était rien de comparable à mon bureau chaleureux aux murs lambrissés de bois. Cet endroit était froid, stérile et impartial. La scène parfaite et impitoyable pour ce qui allait se passer. J'étais déjà assis en bout de la longue table de conférence en verre quand on les a fait entrer. Maître Bertrand était assis à ma droite, sa posture aussi rigide que la ligne d'horizon derrière lui. La porte s'est ouverte. Ils avaient l'air diminués. La semaine n'avait pas été tendre. Le tailleur de marque habituel de Chloé était remplacé par quelque chose de moins net, quelque chose qui semblait venir du prêt-à-porter. Son maquillage était appliqué un peu trop généreusement, un masque fragile de défi peint sur une base de panique animale. Thomas était pire. Il ressemblait à un fantôme. Il n'était pas rasé, ses yeux étaient rouges et creux, et il ne me regardait pas. Il est entré en traînant les pieds et s'est effondré dans la chaise la plus éloignée de moi, comme s'il essayait de se faire petit, de disparaître dans le revêtement coûteux. Chloé, cependant, s'est avancée vers la table et a laissé tomber son sac à main dessus avec un bruit sourd. « Très bien, Henri, » a-t-elle dit, sa voix cassante, forçant une force qu'elle ne possédait clairement plus. « Tu t'es bien amusé, tu nous as humiliés, tu as fait valoir ton point, es-tu enfin prêt à être raisonnable ?» Elle a essayé d'esquisser un sourire narquois. « Quelle est l'offre ? Nous n'irons pas au procès, nous signerons un accord de non-divulgation, nous trouverons un plan de paiement pour l'argent. Que faut-il pour que tout ça disparaisse ? Je l'ai juste regardé, je ne ressentais rien, pas de colère, pas de haine, juste une profonde pitié pour sa cécité totale et absolue. Elle essayait encore de marchander le prix d'une voiture d'occasion sans réaliser qu'elle se tenait sur une trappe. « Il n'y a pas d'offre, Madame Dubois, » a dit Maître Bertrand, sa voix tranchant sa fanfaronnade. Ce n'est pas une négociation. La confiance forcée de Chloé a vacillé. Alors qu'est-ce que c'est ? A-t-elle lancé, sa voix montant d'un ton. Une dernière chance de jubiler, une dernière humiliation avant d'envoyer ton propre fils en prison. J'ai enfin parlé. Ma voix était calme, mais elle semblait aspirer tout l'air de la pièce. Il ne s'agit pas de l'argent que vous avez volé, Chloé. C'est une autre affaire. Une affaire pour le procureur de la République. J'ai fait un signe de tête à Maître Bertrand, qui a placé un unique dossier neuf, relié en bleu, sur la table. Cette réunion, il s'agit du testament. Son visage, qui avait été un masque de fausse bravade, s'est finalement effondré en une confusion brute et authentique. Le testament ?
Le testament d'Éléonore était simple. Nous avons entendu dire qu'il était simple. Tout te revenait. Je l'ai regardé et pour la première fois, je pense qu'elle a vu l'homme que j'étais devenu au cours des 2 dernières semaines. C'est, ai-je dit, ce que vous étiez censé croire. Maître Bertrand, veuillez commencer. Maître Bertrand a sorti une paire de lunettes de lecture simple à monture noire de sa poche. C'était un geste délibéré, méthodique, le genre de petite action qui commande soudain toute la pièce. Il les a mises. Il a ouvert le dossier bleu. Le son du papier épais et coûteux que l'on tourne était anormalement fort dans le silence pressurisé du bureau. Il n'a pas regardé Chloé. Il n'a pas regardé Thomas. Il n'a regardé que le document. « Ceci, a-t-il commencé, sa voix un monotone plat et sans émotion, est le dernier testament d'Éléonore Chenot-Dubois. Il a été exécuté le 14 août de cette année. Thomas, qui fixait ses propres mains, a levé les yeux, ses yeux creux montrant enfin une lueur de confusion. « Août », a-t-il murmuré. C'était 2 mois avant qu'elle... Les yeux de Chloé se sont plissés. « 2 mois, a-t-elle répété sèchement. Elle a signé un nouveau testament il y a 2 mois. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle recalculait. Un nouveau testament, signé pendant qu'elle était malade. Elle pensait probablement qu'Éléonore m'avait déshérité ou avait tout donné à des œuvres de charité dans un élan d'émotion. Son esprit ne pouvait même pas concevoir la vérité. Ce document, a poursuivi Maître Bertrand, comme s'il n'avait pas parlé, révoque tous les testaments précédents dans leur intégralité. Avec votre permission, je vais sauter les articles préliminaires concernant la disposition des effets personnels et passer directement aux articles principaux concernant les actifs majeurs. Va droit au but, a lancé Chloé. Maître Bertrand a tourné une page. Article 3. Tous les actifs liquides personnels, y compris, mais sans s'y limiter, tous les comptes bancaires, les comptes du marché monétaire et les portefeuilles d'actions détenus uniquement au nom d'Éléonore Chenot-Dubois, sont légués dans leur intégralité à mon mari bien-aimé, Henri Dubois. Chloé a laissé échapper un petit soupir de soulagement presque triomphant. Elle s'est visiblement détendue sur sa chaise. « Tu vois » a-t-elle dit, forçant un sourire à Thomas. C'est la même chose. Tout va à Henri. Alors qu'est-ce que c'est? Quel est le but de ce drame, Henri? Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je savais ce qui allait arriver. Maître Bertrand a levé un seul doigt. Un ordre silencieux pour qu'elle se taise. « S'il vous plaît, Madame Dubois, je n'ai pas terminé. » Sa voix était une lame de glace. C'était l'article 3. Nous sommes maintenant à l'article 4. Cet article, a-t-il dit, faisant une pause pour la regarder par-dessus ses lunettes, concerne la participation majoritaire de ma cliente dans Logistique Dubois, plus précisément les 51% des droits de vote qu'elle a hérités de son père, M. David Chenot, et qui sont, comme le stipule son contrat de mariage avec M. Dubois, sa propriété unique et séparée. Le sourire de Chloé a disparu, elle a penché la tête. Sa propriété séparée? Je pouvais entendre la terreur froide dans sa voix. Le 1,5 million avait été volé à l'entreprise, mais ceci, c'était la participation personnelle d'Éléonore, une participation qui, selon la loi, était complètement intouchable par moi ou Thomas. Et l'entreprise? A-t-elle balbutié. Maître Bertrand a baissé les yeux sur la page. Article 4, section A. Toutes les actions susmentionnées seront placées dans une entité nouvellement formée à mon décès qui sera appelée le Fonds d'héritage Dubois. Il a lu un paragraphe dense de jargon juridique décrivant la structure du fonds, ses fiduciaires, ses implications fiscales. Chloé s'agitait, sa panique grandissant. « Va droit au but », a-t-elle presque crié. Maître Bertrand a tourné la dernière page du document. « J'y suis, Madame Dubois. Je suis à l'article 4, section B. » Il a de nouveau marqué une pause, un long silence angoissant. « C'est, a-t-il dit, ce que ma cliente appelait la clause de la lignée de sang. » La clause de quoi? La voix de Chloé était un couinement aigu. Maître Bertrand a légèrement élevé la voix, comme s'il s'adressait à un tribunal, et a lu très lentement, en articulant chaque syllabe.
La participation majoritaire de Logistique Dubois, les 51% susmentionnés, ne sera transférée en partie ou en totalité du fonds d'héritage Dubois à un ou plusieurs héritiers que s'ils peuvent fournir une preuve biologique et génétique définitive d'être de ma lignée de sang directe. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Thomas est resté assis là, le visage complètement vide. Les mots n'avaient pas de sens pour lui. Il était trop lent, trop isolé de la réalité pour saisir l'implication. Mais Chloé était différente. Son visage était une tempête d'émotions contradictoires et rapides. Confusion, peur, puis une compréhension soudaine, naissante et désespérée. Elle a regardé Maître Bertrand, moi, Thomas, puis elle a laissé échapper un rire court, aboyant et laid. Une clause de lignée de sang. On est dans Game of Thrones ou quoi? C'est juste... Thomas, c'est juste une façon légale, sophistiquée et vengeresse de dire que ça va à son fils. Notre fils. Elle hochait la tête, se rassurant. N'est-ce pas, Henri? Elle m'a regardé, désespérée d'obtenir confirmation. C'est juste un autre jeu malade et tordu. Vous essayez de nous faire peur. Elle s'est retournée vers Maître Bertrand. Et alors? Vous voulez un test sanguin? Très bien, apportez une aiguille. On le fait tout de suite. Thomas est son fils. Il est son seul fils. C'est absurde. Je l'ai simplement observé. Cet animal enragé, se battant encore, griffant encore, essayant encore de faire correspondre les faits à son récit. Elle se tenait sur une trappe et se disputait sur la couleur de la peinture. Je l'ai laissé divaguer encore 10 secondes, sa voix devenant plus stridente, plus hystérique. Elle se croyait toujours en sécurité. Elle croyait toujours que l'homme assis à côté d'elle, l'homme qu'elle avait utilisé comme clé pour le coffre-fort, était le fils d'Éléonore. Maître Bertrand a simplement attendu, son expression indéchiffrable. Quand elle a finalement manqué de souffle, la poitrine haletante, il a parlé d'une voix dangereusement calme. « Comme vous le souhaitez, Madame Dubois. » Il a pris dans l'attaché-case à ses pieds, celui que j'avais supposé être maintenant vide. Il en a sorti une unique enveloppe Kraft épaisse et scellée, la même que j'avais vue dans la salle du conseil. Il l'a posée sur la table en verre avec un bruit sourd, doux et final. Madame Dubois, a-t-il dit, était une femme très minutieuse. Elle avait anticipé cette éventualité. Elle avait également anticipé les résultats. Le rire de Chloé était aigu et cassant, un son sur le point de se briser. Anticipé? Qu'est-ce qu'elle a laissé? Une déclaration sous serment? Une mèche de ses cheveux de bébé? C'est de la folie. Thomas et son fils. Le visage de Maître Bertrand est resté un masque impassible. Il n'a pas répondu à son hystérie. Il a juste, très délibérément, rompu le sceau de l'enveloppe Kraft, a mis la main à l'intérieur et en a sorti un unique document plié, un rapport de laboratoire. Comme je le disais, a poursuivi Maître Bertrand, sa voix tranchant nettement sa panique montante, Madame Dubois était une femme très minutieuse. Dans ces dernières semaines, elle s'inquiétait de l'avenir de l'entreprise, elle s'inquiétait des divergences. Elle a autorisé, dans le cadre de sa planification successorale, un audit génétique complet de sa lignée directe. Elle a fourni son propre échantillon, bien sûr. Il a ensuite tourné son regard, froid et tranchant comme le scalpel d'un chirurgien, directement vers Thomas. Et Thomas, elle a demandé un échantillon de votre part également. Vous souvenez-vous, il y a environ 3 mois, quand votre mère a insisté pour que vous passiez un bilan de santé complet pour cadre à l'hôpital universitaire. Elle était si inquiète pour votre santé. Thomas, qui avait été un fantôme sur sa chaise, a cligné des yeux. Mon bilan? Avec le docteur Martin? Oui, elle a dit qu'elle s'inquiétait pour mon cholestérol. En effet, a dit Maître Bertrand. Elle s'en inquiétait. Elle a également, en vertu d'une directive médicale privée, fait faire par le laboratoire un panel ADN comparatif complet avec son propre échantillon. Elle voulait confirmer son héritage, s'assurer que la clause de la lignée de sang
était inattaquable. Maître Bertrand a déplié le papier. « Ceci, a-t-il dit en le tenant, est le résultat de ce panel comparatif du laboratoire de génétique certifié de l'hôpital universitaire. Il n'a pas eu besoin de tout lire. Il a juste lu le résumé, sa voix neutre, dénuée de drame, ce qui n'a fait que rendre les mots plus dévastateurs. Conclusion, a-t-il lu. L'échantillon fourni par Monsieur Fourny, Thomas Dubois et l'échantillon fourni par Madame Éléonore Dubois ne montrent aucun marqueur génétique commun compatible avec une relation mère-fils. La probabilité de maternité est de 0%. Le monde s'est arrêté. Thomas a juste fixé, sa bouche s'ouvrant, mais aucun son n'en est sorti. Il ressemblait à un poisson cherchant de l'air, son esprit complètement incapable de traiter les mots. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, me suppliant de dire que ce n'était pas vrai. Le visage de Chloé est devenu d'un blanc complet et terrifiant. Les calculs rapides, la colère, la peur, tout a disparu, remplacé par un vide. Elle a regardé de Maître Bertrand au papier, à Thomas, puis à moi. « Quoi » a-t-elle murmuré. C'était le son le plus petit et le plus terrifié que je lui ai jamais entendu émettre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur la table en verre, et pour la première fois, j'ai laissé tout le poids de mon chagrin, de ma trahison et de ma pitié transparaître dans ma voix. Ça veut dire, ai-je dit en la regardant directement, qu'il n'est pas son fils. Mais l'esprit de Chloé tournait à toute vitesse, essayant de trouver un point d'appui. Mais il est ton fils. Alors tu as eu une liaison. Elle se raccrochait à des brindilles, essayant de trouver un scénario qui ait encore du sens. « Tu as trompé Éléonore ?»« Oui, ai-je dit, ma voix un murmure rauque. Je l'ai fait. Une fois. Il y a longtemps, avant même que nous soyons mariés. Une stupide erreur d'ivrogne que j'ai commise il y a 45 ans. J'ai regardé Thomas, mon fils, dont le monde entier se désintégrait en temps réel. Ta mère biologique. Elle ne voulait pas de toi, elle voulait de l'argent. Je l'ai payé. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. J'ai tourné mon regard vers Chloé, dont le visage était maintenant un masque de confusion pure et horrifiée. Mais Éléonore, ai-je dit, ma voix épaisse d'une admiration qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Éléonore savait, elle connaissait la vérité, et elle m'a pardonné. Elle est allée le trouver. Elle l'a légalement adopté. Elle l'a élevé. Elle l'a aimé. Mon Dieu, elle l'a aimé plus férocement que n'importe quelle mère que j'ai jamais connue. Elle l'a aimé comme le sien. Elle a fait de lui son fils, de toutes les manières qui comptent. Mais, et là ma voix est devenue d'un acier froid, elle ne pouvait pas faire de lui son sang. Et son testament, le testament qu'elle a écrit, est basé sur le sang, pas sur l'amour. La finalité de la chose a frappé Chloé comme un coup physique. Elle a reculé en titubant, s'agrippant à la table. « Non » a-t-elle murmuré. « Non. » Alors il n'a rien ? L'entreprise ? Il n'a rien ? Il n'obtient rien de son fonds, a déclaré Maître Bertrand platement. « Alors qui ?» a hurlé Chloé, sa voix se brisant en un cri hystérique. « Qui l'obtient ? Si ce n'est pas Thomas, alors qui ? Est-ce qu'elle a eu un autre enfant ? Un enfant secret ? » Son rire était un son brut et cassé. « C'est de la folie. Il n'y a personne d'autre. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé mon fils brisé, qui se balançait d'avant en arrière, murmurant « Non, non, non » à lui-même. J'avais redouté ce moment, redouté cette douleur, mais Éléonore avait su. Elle avait aussi prévu cela. Elle avait su que la vérité, dans toute sa puissance dévastatrice et purificatrice, était le seul moyen. « Tu as raison, Chloé », ai-je dit, ma voix de nouveau calme. Il n'était pas son seul enfant. Chloé s'est figée, ses yeux rivés sur les miens. « Quoi ?» La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Elle n'avait pas été verrouillée. Maître Bertrand avait arrangé cela. Une femme est entrée. Elle avait la fin de la quarantaine, peut-être 42, 43 ans. Elle était grande, avec un air de confiance calme et professionnel. Elle avait les cheveux foncés, un visage bienveillant et intelligent, et mon souffle s'est coupé. Elle avait les yeux d'Éléonore,
la même forme, la même profondeur, la même intelligence pénétrante. Elle n'était pas vêtue d'un tailleur de pouvoir, mais de la blouse médicale verte, pratique et sans chichi d'un médecin, une blouse de laboratoire blanche par-dessus, un stéthoscope autour du cou. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un service hospitalier. Elle m'a jeté un coup d'œil à maître Bertrand, puis aux deux personnes brisées à la table, son expression un mélange de curiosité polie et professionnelle et d'une profonde tristesse sous-jacente. Chloé l'a simplement fixée. « Qui diable êtes-vous? C'est une réunion privée. » Maître Bertrand s'est levé. « Chloé Dubois, Thomas Dubois. » A-t-il dit, sa voix prenant un ton formel et introductif, « Permettez-moi de vous présenter le docteur Evelyne Renaud. Elle est chirurgienne cardiothoracique doublement certifiée, actuellement en poste dans un prestigieux hôpital universitaire d'une autre ville. » Il a marqué une pause, laissant le nom, le titre s'installer dans l'air, puis il a porté le coup final. « Elle est aussi, a-t-il dit, en désignant le médecin, la fille biologique d'Éléonore Chenot-Dubois. L'enfant qu'elle a fait adopter quand elle avait 19 ans, bien avant de vous rencontrer, Henri, est depuis ce matin la seule héritière biologique vérifiée du fonds d'héritage Dubois. Elle est la nouvelle propriétaire de 51% de Logistique Dubois. » Le nom flottait dans l'air, un fait final et incontestable. Le docteur Evelyne Renaud, la fille d'Éléonore, la véritable héritière. Le visage de Chloé, qui avait été un masque de confusion brute, s'est effondré. Cela ne s'est pas produit d'un coup. C'était un effondrement au ralenti. Sa bouche s'est ouverte et s'est fermée, mais la voix stridente et exigeante avait disparu. Tout ce qui en est sorti était un petit halètement sec, comme une bouffée de poussière. Elle a regardé le docteur Renaud, cette femme calme et intelligente, dans sa blouse médicale, et son esprit s'est tout simplement brisé. Le réseau complexe de mensonges, de manipulations, de planification à long terme, de droit acquis, tout a volé en éclats en un seul instant. La simple existence de cette femme était une réalité que Chloé ne pouvait pas intégrer dans son monde. « Non », a-t-elle murmuré, « ce n'était pas un déni, c'était une supplication pour que le monde ait à nouveau un sens. Non, vous mentez, c'est un tour. Henri, vous l'avez engagée. » Elle a pointé un doigt tremblant vers Evelyne. « C'est une actrice. Vous avez engagé une actrice. C'est un complot. C'est de la fraude. » Sa voix a grimpé dans les aigus, devenant haute et mince, le son d'une corde de violon tendue à son point de rupture. « Nous vous poursuivrons. Nous vous poursuivrons tous. Nous exigerons un test. Nous... » « Ce ne sera pas nécessaire, Madame Dubois, » a dit maître Bertrand, sa voix calme mais chargée de la finalité froide d'un bourreau. Le docteur Renaud a été localisé par Madame Dubois elle-même il y a plus de 6 mois. Elles se sont rencontrées, se sont réconciliées et ont coordonné toute cette transition d'héritage. L'ADN confirmant que le docteur Renaud est la fille biologique d'Éléonore a déjà été certifié et est joint au testament. C'est inattaquable, il n'y a rien à contester. C'était le coup final. Le mot « inattaquable ». La panique aux yeux fous de Chloé s'est simplement dégonflée. Toute la combativité, tout le venin, toute l'ambition qui avait défini tout son être se sont simplement évaporés dans une seule expiration rauque. Elle s'est affaissée sur sa chaise, non pas en s'asseyant, mais en s'effondrant, comme si ses os s'étaient transformés en gelée. Elle a mis sa tête dans ses mains, ses épaules commençant à trembler. Mais ce n'était pas le son du chagrin, c'était le sanglot sec, laid et saccadé de la perte pure et absolue. Le son d'un joueur qui a tout misé sur un coup sûr pour voir la maison tout rafler. Elle avait perdu l'argent, perdu l'entreprise, perdu son avenir. Elle n'était rien, et Thomas, mon fils, n'avait pas bougé. Il n'avait pas du tout réagi à l'entrée du docteur Renaud. Il était toujours bloqué dans ce premier moment de dévastation, le moment où il a appris que la femme qu'il vénérait n'était pas sa mère. Il était simplement parti. Il se balançait d'avant en arrière dans sa chaise coûteuse, ses yeux écarquillés et vides, fixant le mur de verre derrière moi. Il murmurait, mais pas à nous, à lui-même. Elle n'était pas ma mère, ce n'était pas réel.
C'était un homme de 40 ans, un directeur des opérations, un mari. Et à ce moment-là, il n'était qu'un petit garçon terrifié perdu dans une forêt qu'il ne comprenait pas. Son monde ne lui avait pas seulement été enlevé, il s'était révélé être un mensonge qu'il avait vécu pendant 40 ans. Chloé avait perdu sa fortune, Thomas avait perdu son âme même. Ils étaient détruits, et la guerre était finie. Les conséquences n'ont pas été rapides, mais elles ont été absolues. La justice, j'ai appris, n'est pas un éclair, c'est une machine lente et broyeuse. Le procès civil pour récupérer le 1,5 million volé était une évidence. Maître Bertrand l'a intenté avant même que Chloé et Thomas n'aient quitté le parking. Mais ce n'était que le début. Comme promis, Maître Bertrand a remis l'intégralité du dossier, méticuleusement préparé, au bureau du procureur de la République. Des poursuites pénales ont été engagées dans le mois, vol qualifié, complot en vue d'escroquer et plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique. Face à la prison et avec tous ses comptes bancaires gelés, la vraie nature de Chloé a pris le dessus. Il n'y avait pas de loyauté, pas de nous. Elle s'est retournée contre Thomas avec la sauvagerie d'un animal acculé, demandant immédiatement le divorce, affirmant qu'elle était la victime contrainte d'un mari à la volonté faible. Leur divorce fut une guerre courte et laide entre deux rats qui se noient, se terminant par son départ sans rien d'autre que ses propres frais de justice. La maison à Courchevel et la Porsche ont été saisies et liquidées par l'entreprise pour couvrir partiellement les fonds volés. Elle s'est retrouvée exactement comme elle avait commencé, avec rien d'autre que son propre poison et un casier judiciaire en attente. Thomas était une autre histoire. C'était un homme brisé. Il ne s'est pas battu. Il a plaidé coupable à toutes les accusations. Sa confession, un murmure silencieux et pathétique dans la salle d'audience. Il avait perdu sa mère, sa femme et toute son identité en l'espace de quelques semaines. Il n'avait plus rien pour quoi mentir. Compte tenu de sa pleine coopération et peut-être d'un plaidoyer silencieux pour la clémence d'un père au procureur, le juge a été indulgent avec lui. Il a évité la prison. Il a été condamné à 5 ans de probation, 2000 heures de travaux d'intérêt général et un plan de restitution ordonné par le tribunal qu'il paierait probablement pour le reste de sa vie. Il a perdu son emploi, son argent et son nom. Il a été contraint, à 40 ans, de prendre un emploi subalterne dans un entrepôt logistique, apprenant enfin ce que le vrai travail faisait à ses mains. Ce n'était pas une victoire. C'était juste les conséquences. Le conseil était satisfait. Le cancer avait été enlevé et l'entreprise était en sécurité. Quelques mois ont passé. L'hiver avait cédé la place à un printemps frais et plein d'espoir. Je me suis retrouvé à arpenter les terrains du dépôt de logistique du bois, le grondement des camions, un son familier et réconfortant. Mais je n'étais pas seul. À mes côtés marchait le docteur Evelyne Renaud. Elle était venue pour la réunion trimestrielle du conseil. Nous avions parlé avec hésitation au début, mais maintenant avec plus d'aisance. Nous étions deux étrangers liés par le fantôme d'une femme que nous avions tous deux aimée de manière profondément différente. « Elle aurait été si fière de vous, vous savez, ai-je dit, la voix un peu rauque, ce que vous faites, sauver des vies. » Evelyne a souri, un petit sourire triste qui ressemblait tellement à celui d'Éléonore que mon cœur s'est serré. « Elle m'a dit qu'elle était fière de vous, » a répondu doucement Evelyne. Elle a dit que vous étiez le seul homme qu'elle ait jamais connu qui ait bâti un empire de ses propres mains et gardé son âme. J'ai dû retenir une vague d'émotion qui menaçait de me submerger. Evelyne s'est arrêtée avec moi, son regard bienveillant. Elle n'avait aucune intention de diriger l'entreprise. Son travail, sa vocation était à l'hôpital. Nous avions convenu avec le conseil d'engager un nouveau PDG professionnel, tandis qu'elle servirait de nouvelle présidente du conseil, protégeant l'héritage de sa mère à distance. C'était elle, l'intelligente. Ai-je finalement réussi à dire. Elle a tout planifié. Elle a sauvé son entreprise, et je pense qu'elle m'a sauvé aussi. Evelyne a regardé le grand logo bleu de Logistique du Bois sur le côté de l'entrepôt. Elle nous a tous sauvés, Henri, a-t-elle dit. Elle nous a donné une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la vérité. Je l'ai regardée, ma fille, cette femme incroyable que je commençais à peine à connaître.
Le chagrin était toujours là, une douleur sourde qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas la seule chose que je ressentais. Je ressentais la paix. Je ressentais l'espoir. L'héritage d'Éléonore n'était pas seulement dans l'acier et le béton. Il était là, debout à côté de moi, et il ne faisait que commencer. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Un héritage construit sur la tromperie et le droit acquis est un château de cartes, destiné à s'effondrer. La vraie force ne réside pas seulement dans ce que vous construisez, mais dans la sagesse de le protéger. Le pouvoir ultime d'Éléonore n'était pas seulement son incroyable capacité de pardon il y a 40 ans, mais sa compréhension lucide que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule fondation qui perdure. La cupidité et la trahison peuvent avoir leur heure de gloire, mais elles seront toujours démasquées par les faits froids et durs, prouvant que l'intégrité est le seul héritage qui compte vraiment. Selon vous, quel a été le coup le plus puissant d'Éléonore, son incroyable acte de pardon il y a 40 ans, ou son brillant coup final dans le testament? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Oui,